Deuxième chapitre du thème 3A, altération du génome et cancérisation. Un cancer est une pathologie caractérisée par la présence d'une ou plusieurs tumeurs malignes formées à partir d'une cellule initialement normale, mais ayant subi et accumulé des mutations. Le cancer perturbe le fonctionnement de l'organisme jusqu'à la mort du patient. Le cancer n'est pas une maladie nouvelle, c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui a vécu d'à peu près moins 460 à moins 377 avant Jésus-Christ, qui lui a donné son nom de cancer, car il a observé que les tumeurs du sein avaient une forme de crabe, et comme cancer signifie crabe en latin, on parle maintenant de cancer. Le cancer arrive en bonne place parmi les causes de décès au niveau mondial si on additionne tous les types de cancers que l'on retrouve en rouge dans ce schéma. En France, près de 400 000 cas sont comptabilisés chaque année. Mathématiquement, on pourrait dire que l'occurrence est de 0,6%. Si on divise 382 000 par 67 millions d'individus, mais en fait ce n'est pas exact parce que les enfants sont beaucoup moins touchés que les adultes. Par exemple, on voit que chez les enfants de moins de 15 ans, il n'y a que 1700 cas de cancer contre 177 400 chez les femmes et 204 600 chez les hommes. En réalité, l'âge médian au diagnostic, c'est-à-dire l'âge auquel on diagnostique le cancer, est d'environ 68 ans. La cancérisation démarre toujours par l'apparition d'une lésion dite précancéreuse. Ici, dans un épithélium, c'est-à-dire un tissu de revêtement, comme la peau par exemple, les cellules sont normales, on voit qu'elles sont organisées et différenciées. Celles-ci ne sont pas les mêmes que les cellules du derme. Les cellules de la couche médiane ne sont pas les mêmes que celles du derme. Lorsque le tissu commence à présenter des signes de cancer, on va observer ce qu'on appelle une dysplasie. C'est-à-dire que par rapport à ici, on constate, dans ce cas-là, que les cellules sont devenues plus nombreuses. Alors, elles sont encore ce qu'on appelle bénignes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cancéreuses, mais elles ont commencé à se multiplier de façon anormale. Dans le cas d'une dysplasie légère, ces cellules anormales, cette multiplication anormale, ne touche qu'un tiers du tissu ou moins d'un tiers du tissu. Dans ce cas-là, dans 60% des cas, on va observer une régression spontanée, c'est-à-dire que cette lésion disparaît et on ne parlera jamais de cancer. Mais si les cellules continuent à se multiplier, on passera donc par des stades de dysplasie moyenne jusqu'à une dysplasie sévère. À ce moment-là, les cellules accumulent des anomalies génétiques en grande quantité et les cellules vont devenir malignes, c'est-à-dire qu'à ce stade, elles sont devenues cancéreuses. Normalement, dans un tissu, les cellules sont informées de la présence des autres cellules, c'est-à-dire que cette cellule-ci, par exemple, communique avec les cellules autour, elle sait qu'il y a des cellules autour et elle ne va pas se multiplier plus qu'il n'y a d'espace disponible dans le tissu. Autrement dit, la division cellulaire est inhibée par le contact avec les cellules voisines. Dans le cas de cellules malignes, ces cellules perdent l'inhibition. Elles ne sont plus bloquées par la présence des cellules autour d'elles, elles vont alors se diviser indéfiniment. C'est comme cela qu'apparaît une lésion cancéreuse. Les cellules cancéreuses se forment à la suite d'une ou plusieurs mutations somatiques et elles vont avoir alors plusieurs caractéristiques. Elles deviennent immortelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus sensibles à ce qu'on appelle l'apoptose. Donc dans un cas normal, sous l'action d'un facteur de croissance, une cellule mère se divise en plus de cellules filles par mitose, qui elles-mêmes vont se diviser par mitose, etc. Lorsque tout se passe bien, cette division continue parce que les cellules se renouvellent. Si une division se passe mal, la cellule pour laquelle la division s'est mal passée reçoit un signal de mort et elle va se suicider, c'est ce qu'on appelle l'apoptose.
il y a lyse de sa membrane plasmique avec des petits trous et la cellule est détruite. Si la cellule ne reçoit pas ce signal, lorsque la division est normale, la cellule continue à se diviser normalement. C'est le cas des cellules cancéreuses. La cellule a subi une série de mutations qui la rend cancéreuse. Elle est donc anormale. Elle devrait donc recevoir ce signal et se suicider par apoptose. Mais elle n'est pas sensible à ce signal. À ce moment-là, les cellules vont proliférer sans contrôle et c'est là que va se former la tumeur. Les cellules cancéreuses se transforment, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leurs caractéristiques et se dédifférencier. Si on prend par exemple le cancer au niveau des cellules des alvéoles pulmonaires, on va avoir ici des cellules normales, avec leurs cils, qui jouent un rôle dans l'élimination du mucus pulmonaire. On voit ici des cellules cancéreuses, en fausse couleur. Ces cellules n'ont plus de cils. Elles ont perdu leur différenciation et par la même occasion, elles vont perdre leur fonction, puisque les cils permettent l'évacuation du mucus. Ici, le mucus ne sera plus évacué au niveau de la tumeur, puisque les cellules ont perdu leurs cils. Les cellules cancéreuses prolifèrent. Comme on vient de le voir, une cellule se divise de façon anarchique, sans mourir, et induit le développement d'un massif de cellules qu'on appelle la tumeur. Et en dernière caractéristique, les cellules cancéreuses deviennent mobiles. Donc au début d'un cancer, donc par exemple ici au niveau de l'estomac, les cellules cancéreuses se multiplient et forment une tumeur. Mais il arrive parfois que ces cellules cancéreuses quittent la tumeur, traversent les tissus et rejoignent les vaisseaux sanguins. Elles vont donc se disséminer dans l'organisme par voie sanguine. Et elles peuvent ressortir des vaisseaux sanguins dans un autre organe, dans cet exemple, le tissu hépatique du foie. Dans cet organe, elles vont s'installer dans les tissus, se multiplier et former une nouvelle tumeur. À partir de cette nouvelle tumeur, on peut réavoir ce même phénomène. Les cellules cancéreuses quittent le tissu hépatique pour passer dans le sang et rejoindre encore d'autres organes. Ce phénomène peut se produire en plusieurs mois ou en plusieurs années et aboutit à la formation de ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des tumeurs cancéreuses disséminées dans tout l'organisme. Tous les organes peuvent être touchés par un cancer. On va classer les organes en fonction du type de tissu atteint et si les cancers sont solides ou liquides. Les cancers solides sont appelés carcinomes lorsqu'ils sont dus à la cancérisation de cellules épithéliales, comme la peau, les muqueuses ou les glandes. C'est le cas du cancer du sein, des poumons, de la prostate, de l'intestin, des ovaires, etc. Les sarcomes sont issus de cellules des tissus conjonctifs de soutien, c'est-à-dire les cellules des os ou les cellules des cartilages. Ils sont beaucoup plus rares. Les cancers peuvent aussi être liquides lorsqu'ils touchent les liquides de l'organisme. Donc les leucémies sont des cancers du sang et de la moelle osseuse. Donc ces leucémies concernent aussi les os, mais pas les mêmes cellules. Les leucémies sont des cancers des cellules souches présentes dans la moelle osseuse. Les lymphomes sont des cancers du système lymphatique, c'est-à-dire les ganglions, mais aussi la rate, le foie ou le thymus. Ainsi, un cancer évolue en plusieurs stades. Du stade 0, qui correspond à une multiplication, un début de multiplication des cellules malignes, au stade 4, qu'on appelle stade terminal. Donc entre ces deux stades, il y a toute une série de développements, tout un tas d'étapes de développement du cancer. Donc au départ, les cellules cancéreuses sont présentes dans un seul tissu. Ici, le tissu du col de l'utérus. Elles se multiplient
et forment une grosseur, une tumeur, un amas de cellules, mais qui restent à l'intérieur du tissu concerné. En deuxième stade, ces cellules vont quitter le tissu dans lequel elles sont nées et migrer vers les tissus voisins, comme ici l'épithélium du vagin, la muqueuse vaginale. Elles vont là encore se multiplier, puis quitter ces organes pour rejoindre des organes un peu plus éloignés, comme par exemple ici, les cellules des os. Et puis en dernier stade, les cellules ont migré par voie sanguine et elles ont envahi tout l'organisme, créant par-ci, par-là, de façon disséminée, de nouvelles tumeurs qui vont former des métastases. Les lésions cancéreuses peuvent avoir des conséquences différentes en fonction des mutations accumulées et des organes touchés. Soit les cellules cancéreuses peuvent étouffer les cellules normales de l'organe, ce qui a pour conséquence que celui-ci n'assure plus son rôle. Donc c'est en partie le cas dans le cancer du poumon, où les cellules cancéreuses envahissant les alvéoles pulmonaires, les échanges gazeux ne peuvent plus se produire et l'organisme est moins oxygéné. Ou alors, les cellules cancéreuses et leurs voisines peuvent entrer en hyperactivité. Il va y avoir alors hypersécrétion de certaines protéines. Dans tous les cas, on observe un dysfonctionnement de l'organisme. Les cancers sont toujours liés à des mutations, qu'elles soient héréditaires ou qu'elles apparaissent au cours de la vie. En fait, les mutations héritées concernent seulement 5 à 10% des cancers. On voit ici dans cette famille pour laquelle on a établi une enquête génétique que 7 personnes sur 17 soit ont un cancer, soit ont déjà eu un cancer. Autrement dit, ici, on a une multiplication, une augmentation des risques de développer un cancer. On parlera de prédisposition génétique. Ces personnes portent ce qu'on appelle des gènes oncogènes ou des gènes anti-oncogènes. Donc par exemple, dans le cas de la protéine P53, on a démontré par des études statistiques que le gène muté est présent dans 50% des cancers. Donc cette protéine P53, elle est capable de se lier à un fragment d'ADN qui présente des anomalies. Et elle va favoriser l'expression de gènes qui doivent réparer les dommages cellulaires. Elle peut aussi tout simplement bloquer le cycle cellulaire. Donc en général en début de prophase, donc après la réplication ratée de l'ADN, ce qui va permettre aux enzymes réparatrices de l'ADN, comme par exemple les ligases, d'avoir le temps de réparer tranquillement l'ADN. Lorsque l'ADN est réparé, les protéines P53 se détachent du fragment réparé et la mitose peut reprendre. La protéine P53 est donc une protéine qui intervient dans la suppression des tumeurs. On dira donc que le gène P53 est un gène suppresseur de tumeurs et on dira qu'il est anti-oncogène. Donc dans un cas de ce type, comme par exemple la protéine P53, on a une prédisposition au cancer, mais on n'a pas une transmission d'un cancer particulier. Mais par contre, il existe des cas différents où dans des familles, il y a une surreprésentation de certains cancers uniquement. C'est le cas par exemple dans cette famille où on observe une très grande proportion de femmes ayant eu ou ayant un cancer du sein, et ceci à des âges très jeunes, puisqu'on a vu précédemment que le diagnostic d'un cancer à l'âge moyen, c'est 67 ans pour les femmes, et ici on voit que toutes ces femmes, elles ont eu un cancer beaucoup plus jeune, entre 38 ans et 51 ans. Donc comment ça s'explique ? Eh bien en fait, on a découvert que deux gènes sont impliqués dans le cancer du sein. Le gène BRCA1 qui est présent sur le chromosome 17 et le gène BRCA2 qui est présent sur le chromosome 13. Donc il s'agit bien de deux gènes différents qui vont pouvoir tous les deux subir des mutations. Les allèles mutés de ce gène sont donc ceux qui favorisent le cancer sont dominants, c'est-à-dire que ces allèles mutés vont s'exprimer dès lors qu'un seul des deux chromosomes de la paire est porteur de cet allèle.
Dans le cas normal, donc pour ces personnes où l'on voit qu'elles ont un signe moins, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas porteuses de l'allèle muté, le risque d'avoir un cancer du sein est de 12%. On a mesuré que pour les personnes qui sont mutées pour le gène BRCA2, le risque est de 45%, et pour les personnes qui ont une mutation sur le gène BRCA1, le risque est de 65%. Et vous imaginez le risque si ces individus, ces femmes, cumulent 2 mutations chacune sur un des 2 gènes. On remarque ici que cette femme, qui pourtant est négative pour la mutation, a eu un cancer du sein. Alors, eh bien, on peut l'expliquer par le fait qu'elle est dans les 12% de risque. Et on constate d'ailleurs que son cancer du sein, elle l'a eu tardivement, c'est-à-dire à 65 ans. Donc lorsque l'on identifie dans une famille, donc par une enquête génétique, un grand nombre de cancers, on va proposer aux femmes de cette famille une surveillance accrue afin de dépister très précocement l'apparition des tumeurs de façon à pouvoir les soigner. Donc on voit bien ici que le patrimoine génétique peut contribuer à un risque plus élevé de cancer, et c'est pourquoi on parle de prédisposition génétique et de cancer héréditaire. Donc ainsi, un cancer peut être héréditaire, donc avec une mutation héritée d'un parent et une mutation acquise au cours de la vie, ce qui induit la formation de tumeurs. Mais un cancer peut aussi donc être dû à l'acquisition de mutations au cours de la vie, si la mutation est dominante.